avec l'intervention de Magali Touroud. Magali est conseil en propriété industrielle et fondatrice du cabinet Yes My Patent, cabinet qui accompagne plus de 600 acteurs, des startups aux grands groupes, dans la protection stratégique de leur innovation, notamment dans les technologies duales et souveraines. Magali est également officier de réserve de la Gendarmerie nationale et auditrice IHEDN, et elle enseigne la propriété intellectuelle à Sciences Po Rennes. Magali, la parole pendant 20 minutes. Oui, la zapette est là. Merci François. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler de propriété intellectuelle. Et je vais commencer avec ce magnifique tableau. Et vous allez me dire quel est le point commun entre une scène de guerre napoléonienne et la protection de la propriété intellectuelle. Le point commun, c'est le vocabulaire qu'on voit émerger ces dernières années, alors ces dernières dizaines d'années, et ça s'accentue, le vocabulaire dans le monde des affaires, qui est de plus en plus guerrier. Voilà. Alors on a des équipes qui vont manœuvrer contre la concurrence, qui vont attaquer le marché, avoir des stratégies offensives, il va falloir se défendre contre les compétiteurs. Évidemment, il y a de l'espionnage industriel, une guerre des prix, et dans tout ça, il va falloir que les DRH soutiennent le moral des troupes. Et alors, dans cette guerre, sur ce terrain de bataille, les brevets, c'est une arme. En 2024, on a atteint le nombre de 4 200 000 brevets déposés à travers le monde. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une idée du pays où il y a le plus de brevets déposés ? La Chine. Alors, je vois qu'ils ont fait un très bon travail de com. Ils ont fait un très bon travail de com. Effectivement, sur les 4 200 000 brevets, il y a à peu près 1 500 000 brevets qui ont été déposés en Chine. Il faut savoir que l'État chinois subventionne à 100% toute entreprise qui en fait la demande pour n'importe quelle invention pour le dépôt de son premier brevet. Sur ces 1 500 000 brevets, on estime qu'il y a à peu près 90% de déchets, donc des choses qui ne valent absolument rien. Mais enfin, 10% de 1 500 000, ça fait quand même 150 000 brevets. À titre de comparaison, en Europe, est-ce que vous avez une idée du nombre de dépôts de brevets ? Bon, 180 000. Et en France, 14 000. Donc voilà, un ratio assez défavorable de 1 à 100 par rapport à la Chine. Et on ne va pas se mentir, sur les 14 000, on n'a pas que des winners. On a, nous aussi, des brevets, alors je veux dire type concours Lépine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très belles inventions au concours Lépine, mais enfin, voilà, on n'a pas 14 000 brevets de Safran. Donc, on voit, le fait même que vous sachiez répondre à la question de qui a déposé le plus de brevets, que finalement, cet outil brevet est devenu une arme, certes juridique, tu l'as dit François, mais plus que ça, une arme aujourd'hui même géoéconomique. On peut s'en servir pour faire plier des entreprises, des secteurs tout entiers, voire demain, et on peut vraiment l'imaginer, des États. Sur ces brevets européens que je citais, 180 000 brevets, ce n'est pas 180 000 brevets déposés par des entreprises européennes en Europe, c'est 180 000 brevets déposés en Europe. Le premier déposant de brevets en Europe, c'est Huawei. Le deuxième, c'est Samsung. Voilà. Donc, ces entreprises déposent massivement des brevets en Europe, pas pour le plaisir de dépenser 20 ou 30 000 euros par brevet et de nous donner de l'argent à l'Office européen des brevets et à des cabinets comme le nôtre. Bien qu'on en serait ravis. Non, la raison pour laquelle ils déposent des brevets en Europe, c'est qu'un brevet, ça dure 20 ans, on va le voir un petit peu après. Et donc, comme le jeu de Go, vous déposez des pierres aujourd'hui pour encercler des technologies sur des territoires qui potentiellement un jour vous intéresseront. On peut imaginer dans un scénario de science-fiction, qui n'est peut-être pas tant de la science-fiction, que par exemple, si vous déposez massivement sur les batteries automobiles ou sur la 5G ou sur le quantique, enfin tout ce qu'on voit réellement aujourd'hui être déposé, et que vous êtes une entreprise chinoise et que d'autres concurrents chinois font pareil, vous puissiez demain être appelé par votre État à mener une attaque groupée en consortium face à, par exemple, des entreprises françaises ou européennes qui auraient été ciblées. Ce n'est pas vraiment fait de la science-fiction, puisque c'est ce qu'on commence déjà à observer. La société Orange a fait comme ça l'objet déjà d'une attaque par un consortium d'entreprises chinoises, donc téléguidées par l'État.
Alors avant, il y a encore, on va dire, 1 an ou 2, on n'avait pas tellement de problèmes par rapport à ça, parce qu'on se disait, oh là là, il va falloir qu'ils s'embêtent à faire un procès en France, un procès en Italie, un procès en Espagne, un procès en Allemagne, enfin... Tout ça, ça va bien leur coûter de l'argent, ça va être long. Sauf que depuis, on a implémenté la juridiction unifiée des brevets, donc un tribunal européen qui va condamner d'un seul coup, une entreprise, par exemple française, sur tout le territoire européen, donc condamnée en contrefaçon, où les dommages et intérêts sont calculés sur toute l'Europe avec une interdiction de commercialiser sur toute l'Europe. Donc une entreprise chinoise qui dépose un brevet en Europe aujourd'hui, c'est pas complètement anodin, c'est pour encercler forcément des entreprises européennes sur leur propre territoire. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai posé les bases de mon intervention et on va pouvoir continuer. Donc le brevet est une arme, je pense que vous l'avez compris. Alors c'est pas la seule arme, hein, il y a d'autres armes dans la protection de la propriété intellectuelle. Le brevet c'est l'arme nucléaire, hein, c'est vraiment celle qui est la plus forte. Mais il y a d'autres armes, il y a notamment le secret. Ça nous parle particulièrement quand on est sur des entreprises voilà, qui sont sur des technologies sensibles défense ou duales. Donc on utilise beaucoup le secret. Vous prenez une entreprise comme Préligence, qui est donc maintenant Safran AI. Il n'y avait pas de brevet déposé, pour autant ils avaient de la propriété intellectuelle, je peux vous l'assurer, puisqu'ils ont été rachetés 220 millions. Et donc ils utilisaient plutôt une pratique du secret. La fameuse innovation confidentielle dont parlait Nathalie de Opsam ce matin. Vous avez l'enveloppe solo. Alors l'enveloppe solo, on pense que c'est un mini-brevet. C'est pas un mini-brevet, c'est juste je prends date pour dire que c'était bien moi le premier à avoir l'invention chez moi. Ça ne vous donne aucun monopole, ça vous permet juste éventuellement, si on vous attaque en contrefaçon, de ne pas payer et de ne pas avoir à arrêter de commercialiser. Vous avez le dépôt de marque. Bon, en vrai, aujourd'hui, ça nous intéresse peu, mais si vous appelez Chanel, votre marque, vous avez intérêt à bien la protéger. Les dessins et modèles, si vous appelez Hermès et que vous avez le dessin et modèle du Birkin, vous avez intérêt à bien le protéger. Et les réservations de noms de domaine, hein, on a été beaucoup confrontés à des entreprises qui se faisaient avoir par des noms de domaine très similaires, par exemple un I qui se transforme par un L, enfin, qui permettait de capter comme ça beaucoup de choses. C'est aussi très important, par exemple en Chine, vous allez déposer le nom de domaine de votre entreprise avec des noms qui ne seront peut-être pas celui que vous utilisez en Europe ou avec notre alphabet, parce que sinon vous avez le risque, le jour où vous allez vouloir aller sur le marché chinois, de vous rendre compte qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait déposé votre nom et que vous ne pouvez plus l'exploiter sereinement. Alors, avoir des armes, c'est très très bien. Maintenant, savoir s'en servir, c'est mieux. C'est ce qu'on constate, nous, quotidiennement au cabinet, c'est que malheureusement, on a des entreprises qui disent « Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, c'est bon, on a déposé un brevet ». Sauf qu'en fait, comme ils ne comprennent pas exactement comment ça marche, que c'est très peu enseigné dans les écoles d'ingénieurs. Je suis moi-même ingénieur, j'ai eu 1 heure de droit de la propriété intellectuelle et c'est le prof de qualité qui nous l'a donné. Donc, je vous laisse imaginer la qualité de la formation. Et donc, on constate des gros problèmes. Le premier problème étant de comprendre qu'un brevet, c'est publié. Voilà, donc un brevet, avant toute chose, c'est une communication. Donc, si vous déposez un brevet, vous devez être d'accord pour que dans 18 mois, il soit disponible sur Google. Voilà, et avec un seul bouton traduit dans toutes les langues. Voilà, donc ceci expliquant cela, on peut se tirer une balle dans le pied si on ne maîtrise pas l'outil brevet et si on n'est pas accompagné par des professionnels. Alors, à quoi ça sert un brevet ? En général, je ne montre pas la réponse avant, mais vu que je viens de la donner, ça ne sert plus à rien que je la cache. Donc, déposer un brevet, on pense souvent que c'est lutter contre la contrefaçon. Non, lutter contre la contrefaçon, c'est la conséquence. À quoi ça sert un brevet ? Avant toute chose, ça sert à publier. Ça sert à publier. Il faut imaginer que quand le brevet a été inventé en 1500 et des brouettes, d'ailleurs en France, et d'ailleurs ça s'appelait les lettres patentes, d'où dans le monde entier on parle de patent, de patentes, de patent, je peux vous le faire dans toutes les langues, et il n'y a que nous qui avons en cours de route coupé les têtes des rois et en même temps abandonné les fameuses lettres patentes qui étaient signées par le roi de France pour prendre ce terme de brevet. Ça servait à éviter que les inventions disparaissent avec leurs inventeurs, qui souvent ne savaient pas lire et écrire et n'avaient aucun intérêt à expliquer comment ils le faisaient, puisque sinon ils allaient se faire copier. Et donc on a inventé ce système où, en échange de la communication, de la publication de leur invention, de leur vivant, bon, en 1530, à 27 ans, vous aviez une otite, vous étiez mort. Donc, en fait, il fallait vraiment inciter les gens à mettre les choses par écrit et très, très vite. Donc, en échange d'avoir écrit et mis au bien commun, on va dire, cette invention, en échange, on vous apportait la protection de la police, de la justice, contre les copies. À l'époque, c'était 6 ans, ça suffisait largement. Maintenant, c'est 20 ans. En conséquence, la cause
de la création du brevet et la publication, la conséquence est effectivement, je vais vous protéger contre la contrefaçon. Et alors, depuis peu, il y a une nouvelle utilité au brevet, on en a parlé tout à l'heure, et depuis ce matin d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, c'est le fait qu'un brevet, ça valorise une invention, puisque c'est un actif financier, et donc ça va permettre de valoriser une entreprise, valoriser même, on le voit, un pays, et ça va servir d'outil de communication. Une entreprise aujourd'hui qui est dans la tech, qui innove, si elle n'a pas de brevet, elle a intérêt d'avoir une très bonne explication. En gros, j'ai besoin de garder les innovations secrètes. Si ce n'est pas le cas, si c'est facilement reverse ingénérable, ça va être compliqué de lever un peu plus que 20 millions d'euros. Donc il faut bien comprendre que la contrepartie de tout ça, c'est la divulgation au public de l'invention, ce pourquoi on doit bien réfléchir à ce qu'on écrit dans le brevet. Alors on en a parlé, le brevet ça dure 20 ans, et un brevet ça a également une portée territoriale. Si j'ai un brevet qu'en France, je ne pourrais pas me défendre contre les copies en Chine, aux États-Unis, voire même en Belgique. Et aujourd'hui, déposer un brevet dans le monde entier, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et donc, on fait pays par pays. Et si on veut faire Europe, États-Unis, Chine, Japon, Corée, il faut prévoir à peu près 100 000 euros sur 5 ans pour donner un ordre de grandeur, pour une invention. On rejoint la dernière table ronde avec les problèmes de financement d'entreprises technologiques qui doivent protéger leurs innovations et n'ont peut-être pas forcément les fonds pour le faire. Je ne veux pas vous faire un cours de droit, je voudrais juste que vous lisiez les 2 derniers mots. Ce sont les inventions exclues de la brevetabilité. Alors, on a une liste d'inventions, donc les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc ça, à l'époque, le préservatif a été classé dedans, donc il n'a pas été breveté. Si on a une arme biologique, c'est pareil, elle serait dans cette catégorie-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 2 derniers mots, c'est les programmes d'ordinateur. À cause de ces 2 mots, il y a une sorte de légende urbaine qui circule que quand on travaille dans l'informatique, on ne peut rien breveter, que les logiciels ne sont pas brevetables. Et donc, on a énormément d'entreprises françaises qui ne se protègent pas alors qu'elles travaillent dans le domaine de l'informatique et qui découvrent trop tard que leurs compétiteurs, eux, ont obtenu bizarrement des brevets en France, en Europe surtout, sur des innovations très proches, voire similaires aux leurs. Donc, si les inventions dans le domaine de l'informatique se protègent, ces 2 mots datent de 1968, la révision du Code de la propriété intellectuelle. Ce qu'on appelait programme d'ordinateur à l'époque, c'était les programmes de calculatrice, et on ne voulait pas protéger du calcul mental amélioré. Évidemment, assez rapidement, on s'est rendu compte dans les années 90 que c'était quand même embêtant qu'aux États-Unis, on protège massivement l'IT et l'informatique et pas en Europe. Et donc, on a trouvé un moyen, sans remanier la loi, de protéger ces inventions. Donc, on écrit ça sous la forme de procédés mis en œuvre par un ordinateur. En général, étape 1, je récolte des données. Étape 2, je fais tourner un algorithme. Étape 3, je récupère un résultat intéressant. L'année dernière, IBM a déposé 6 000 brevets en Europe sous ce format-là. Je pense qu'ils n'avaient pas l'intention de juste jeter l'argent par les fenêtres. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Faites passer le message autour de vous, je vous en supplie. Les inventions dans le domaine de l'informatique se protègent par brevet. Et ce n'est pas parce qu'il y a marqué programme d'ordinateur qu'on ne peut pas le faire. Les conditions de la brevetabilité, il faut le savoir, c'est avant tout que l'invention doit être nouvelle. Ça veut dire que si vous communiquez sur une invention avant d'avoir déposé le brevet, votre brevet ne pourra pas être délivré parce qu'il sera plus nouveau. Et tout NDA que vous signeriez après coup, rétroactif, c'est une clause qui saute, ça vient d'être validé en cours de cassation. Donc, on ne communique pas sur une invention avant d'avoir décidé si oui ou non on va la breveter. Et si on décide de ne pas déposer de brevet et de communiquer, il faut partir du principe qu'on ne pourra plus jamais le faire. Ça, c'est un élément très important. Et quand on travaille dans les domaines qui sont les nôtres, plutôt dual ou défense, sécurité, évidemment, on a l'habitude du secret. Je pense aux entreprises qui ont justement des activités duales et qui peuvent ne pas voir le mal à communiquer sur la partie plutôt civile de leur activité, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, ils se tirent une balle dans le pied puisqu'ils s'empêchent de déposer un brevet plus tard. Le deuxième critère qui nous intéresse dans les brevets, c'est l'activité inventive. L'activité inventive, c'est vérifier que ce n'est pas évident par rapport à tout ce qui existait dans le monde entier. Ça ne s'analyse pas de la même manière en Europe, en Corée ou en France. Donc, en général, dès que c'est nouveau, on tente le dépôt de brevet et après, on se défendra.
Le cas particulier des inventions sensibles défense, il est très important à maîtriser parce que, en fait, tout brevet qui va être déposé à l'INPI va d'abord passer devant le bureau de la propriété intellectuelle de la DGA et qui va s'assurer qu'effectivement, cette invention peut être communiquée au public et peut même être communiquée à un examinateur de l'INPI. Et donc, ça va prendre un chemin où on va d'abord vérifier qu'on a une autorisation de divulgation de l'invention avant qu'effectivement on puisse enchaîner sur une potentielle délivrance du brevet. Alors, ce n'est pas la peine de dépenser des milliers d'euros à la rédaction d'un brevet et à se prendre la tête pendant des dizaines de jours sur ce sujet avec un cabinet, alors que potentiellement on pouvait avoir l'information dès le départ qu'il allait être classé. Et donc c'est pour ça que c'est très important, surtout dans une assemblée comme la vôtre, de comprendre le fonctionnement des inventions sensibles défense et comment on fait pour les protéger. Déjà, il y a une première question, est-ce que je suis dans la liste des inventions susceptibles d'intéresser la défense nationale? Cette liste, on la trouve sur Internet, notamment sur le site de l'INPI. Je vous ai mis qu'une petite liste. Alors évidemment, il y a des choses qui paraissent absolument logiques, bâtiments de guerre ou sous-marins, bon, évidemment, mais il y a des choses moins logiques. Moi, j'ai le souvenir d'un client qui faisait des lidars, une sorte de radar, pour vérifier le nombre de personnes qu'il y avait, par exemple, dans un aéroport, avec les passages des uns et des autres. Donc lui, il n'avait pas vu le mal, sauf qu'en fait, effectivement, le lidar, ça allait pouvoir rentrer comme les radars dans la liste, et donc on allait avoir un risque d'être classé effectivement au secret. Donc ça a permis de réfléchir en amont à ce qu'on allait réellement mettre dans le brevet, les choses qu'on allait plutôt garder secrètes. Une fois que vous avez vérifié que vous êtes dans la liste, ces petits ronds noirs, vous allez vérifier si effectivement vous êtes une invention susceptible d'intéresser la défense nationale. Donc si vous êtes dans la liste, oui, vous êtes susceptible d'intéresser la défense nationale. Non, vous êtes une invention non sensible. En gros, vous faites une crème cosmétique, vous êtes directement non sensible, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans la liste, il va falloir se demander si vous avez des éléments qui s'imposent à vous, qui suggèrent que vous devriez garder la confidentialité. Si typiquement c'est fait dans le cadre d'un contrat, d'un appel d'offres pour le ministère des Armées, il y a clairement un signe qui suggère que vous devriez assurer la confidentialité. Et si vous avez un signe, alors il y a une grande chance que l'invention soit ensuite sensible aux défenses. Donc on ne va pas passer 3 heures parce qu'on ne les a pas, mais il faut juste avoir conscience que tout ne peut pas être breveté. Et heureusement qu'on a effectivement ce garde-fou du BPI, donc Bureau de la propriété intellectuelle de la DGA, qui vérifie tout ce qui est déposé avant que ça soit effectivement publié. Les sanctions, si on ne respecte pas effectivement tout ça et qu'on va déposer des brevets à l'INPI en format électronique et pas en format papier, etc. Enfin bon, si on ne respecte pas tout ça, c'est quand même 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il faut faire un petit peu attention. Les inventions dans l'informatique, donc cas particulier, on en a déjà parlé un petit peu. Je vais renfoncer le clou pour vous dire que si vous avez des codes sources, ça ne se met pas dans le brevet. Dans mes brevets, vous n'avez pas une ligne de code. Mais par contre, les lignes de code peuvent être intéressantes à protéger. Mais ça se protège comme le dernier roman d'Amélie Nothomb. C'est du droit d'auteur. Et donc, Amélie Nothomb, elle n'a pas été à l'INPI déposer un brevet en mettant une copie de son dernier roman. En fait, le droit d'auteur, ce qu'il faut, c'est pouvoir vérifier que c'est bien vous, l'auteur, et le premier auteur. Vous n'avez pas plagié. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des moyens de preuve. Donc ce qu'on fait, c'est des enveloppes solo pour des petites lignes de code ou des dépôts à l'APP, donc c'est l'Agence de protection des programmes, où on met tout le code. Ça permet de prouver qu'on est bien l'auteur. Mais aujourd'hui, et notamment avec l'IA, on peut faire de la contrefaçon intelligente. Donc modifier le code de plus de 20%, on va dire, pour qu'il y ait moins de 80% d'homologie, et que pour autant, ça fasse exactement la même chose. Et c'est là où mon brevet va être intéressant, puisqu'on va bien avoir des lignes de code différentes, mais récolte des datas, algorithmes, résultats intéressants. Donc en fait, ça ne s'oppose pas, il faut les deux, protection par le droit d'auteur et protection par le brevet. Alors on a parlé de la protection de ces inventions, mais déposer un brevet pour lutter contre les contrefaçons, vous l'avez compris, c'est saut 19e siècle. Et donc aujourd'hui, on veut valoriser ces inventions, on veut gagner de l'argent avec. On veut essayer de maximiser, vu les dépenses, vu ce que ça nous a coûté, maximiser les profits qu'on pourrait faire. Alors évidemment, on peut l'exploiter soi-même. Si on a une entreprise, c'est tout à fait une option. Mais il est possible que je sois une petite entreprise française, que j'ai fait un truc super intéressant et que j'ai absolument aucun moyen d'adresser le marché américain ou israélien, australien. Et donc, ça sera peut-être intéressant que je valorise mon invention autrement. Et à ce moment-là, on va pouvoir effectivement passer par la rédaction de contrats de licence. Donc, je pourrais éventuellement négocier une licence
avec quelqu'un qui peut-être d'habitude est un compétiteur, mais à qui je vais permettre d'exploiter mon invention pour qu'il adresse son marché qu'il maîtrise très bien et qu'il me reverse des royalties. C'est par exemple le modèle qu'on a développé avec la Gendarmerie nationale de valorisation des inventions qui sont faites par des gendarmes. Mais la gendarmerie n'a pas vocation à fabriquer des gilets pare-balles, par exemple, d'avoir des petites usines avec des gendarmes qui fabriqueraient des gilets pare-balles pour aller ensuite les vendre. Donc la gendarmerie a effectivement inventé, et le fait qu'il y ait des gendarmes sur le terrain et qui utilisent le matériel permet d'être encore plus innovant peut-être que dans un bureau d'études. On dépose les brevets, et ensuite on va chercher des industriels type Paul Boyer à qui on va donner la licence du brevet en contrepartie d'une redevance. Et donc à chaque fois qu'ils vont vendre un gilet pare-balles, la Gendarmerie nationale va récupérer X% du produit de la vente. Et donc ça, c'est un système qu'il faut connaître, qui est extrêmement intéressant. On peut se partager le marché, on peut effectivement aller adresser des marchés à l'international sans forcément être celui qui va devoir adresser ce marché. Et surtout, avec les royalties et les redevances qu'on va récupérer, continuer à innover, faire de la R&D. Et c'est particulièrement intéressant quand on est une boîte innovante et qu'on est un petit peu en difficulté pour financer sa R&D. Ça rejoint, je pense, la table ronde qu'on a eue juste avant. Moi, j'ai des clients dont c'est quasiment le métier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils innovent. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas très bons pour vendre. Et donc, ils innovent, ils brevettent, ils licencient. Et avec l'argent, ils innovent, ils brevettent, ils licencient. Sachant qu'une licence, c'est comme une location. C'est comme si vous aviez des appartements dont vous êtes propriétaire et que vous mettez en location. Mais ce n'est pas un bail indéfini, donc ça peut être 3 ans, 5 ans. Et comme un brevet, ça dure 20 ans, vous vous permettez finalement peut-être l'opportunité, dans 5 ans, dans 10 ans, de reprendre vous-même la commercialisation de votre invention. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant, surtout qu'on a un peu un cours de cash d'aller chercher un partenaire industriel avec lequel licencier. Bon, évidemment, si l'invention on ne l'exploite pas ou qu'on n'a aucune possibilité de l'exploiter, la cession du brevet est évidemment envisagée. Un brevet, ça se valorise parfois plusieurs millions d'euros, même si on n'a pas été, nous, en capacité de commercialiser correctement parce qu'on n'avait pas les bonnes compétences marketing ou le bon réseau. C'est particulièrement vrai quand on veut adresser le marché américain. Si on est une entreprise française, ça va peut-être être compliqué. Or, une boîte déjà installée aux États-Unis va peut-être avoir beaucoup plus de facilité à développer le marché et verra un intérêt à récupérer cette innovation. Donc, on n'abandonne jamais un brevet sans d'abord avoir vérifié si on ne pouvait pas le commercialiser. Je vous rappelle que de toute façon, votre brevet, il est public puisque vous l'avez déposé, il a été à la fin publié. Donc, de toute façon, si vous ne le maintenez pas en vie, il sera disponible pour tous. Tant qu'à faire, autant essayer de le vendre. Alors, il y a un dernier point sur lequel je veux absolument insister. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, François. Il te reste moins 47 secondes. Parce que alors, on va aller très vite. La liberté d'exploitation. Et comme vous voulez te laisser la possibilité de répondre à une question... Oui. Mais voilà. Je vais juste dire ça parce que c'est important. Merci. La FTO, c'est l'étude de liberté d'exploitation, Freedom to Operate. C'est vérifier que vous n'êtes pas, en tant qu'entreprise, vous-même contrefacteur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le brevet de quelqu'un d'autre. C'est notamment, si vous voulez faire des subventions européennes EIC, c'est un élément qui est obligatoire à fournir. On ne va pas subventionner une entreprise qui fait de la contrefaçon. Et donc, il faut absolument avoir ça en tête. Pour moi, on ne devrait pas mettre 1 euro et 1 minute de temps sur un projet de R&D sans avoir d'abord vérifié s'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient déjà breveté des choses similaires. D'abord, on réinvente la roue et en plus, on tombe potentiellement dans ce qu'on appelle l'océan rouge, un marigot plein de crocodiles. Et donc, c'est mieux de le savoir avant. Je vais répondre à une question. Voilà, c'est tellement complet. Merci, on peut applaudir Magali. Merci.